invité, nous avons l'honneur de recevoir aujourd'hui Hervé Tisse, qui est. Alors, nous sommes convenus que je ne faisais pas part de tous ces titres, fonctions, etc. Donc, disons, un physico-chimiste, pour faire simple, qui est avec un monsieur qui s'appelait Nicolas Curti, le créateur de ce qu'on appelait plus tard la gastronomie moléculaire. Donc, vous aurez quelques exemples. Monsieur Tisse, je ne vais pas vous en dire plus parce que si vous allez sur Internet, vous allez trouver une abondante documentation. C'est quelqu'un qui a écrit de très nombreux ouvrages et publications scientifiques, qui participe avec des grands chefs comme Pierre Gagnère à nous faire manger un petit peu différemment. Quand j'ai regardé tout ça, j'ai dit c'est impossible de présenter monsieur Tisse de façon simple. Et ce que je retiendrai de lui, c'est peut-être une citation, un aphorisme de Brillat-Savarin dans Physiologie du goût qui disait que la découverte d'un mets nouveau fait plus pour le bonheur du genre humain que la découverte d'une étoile nouvelle. Je vous laisse la parole. Comment ça marche ? Voilà. Bonjour. Alors, vous avez vu pendant que... Bon, les décorations, on peut en mettre sur la poitrine, ça sert à peu près à rien. Le jour où on crève avec ces décorations, ça n'est pas très utile. En revanche, j'ai trouvé par terre une feuille. Et dans le fond, la raison pour laquelle je suis là, c'est à peu près ça. Normalement, c'est vert. Là, c'est marron. L'État français me paye pour m'intéresser à ça si j'ai envie. Voilà. Alors, c'est quand même bizarre qu'un truc puisse être vert. D'ailleurs, vert, qu'est-ce que ça veut dire ? Parce qu'au début du printemps, c'est pas vert comme au milieu du printemps. C'est pas vert comme à la fin. Et pourquoi est-ce que ça devient marron ? Alors, là, pour faire simple, la science se préoccupe des mécanismes des phénomènes. C'est-à-dire, moi, je suis un enfant, donc les décorations, je m'en tape, je suis un enfant, je me penche, je dis, tiens, c'est rigolo, ça, c'était vert, c'est devenu marron. Il y a donc eu un phénomène, et les phénomènes, je suis payé pour les étudier. Donc, c'est un bonheur inouï. Donc, le matin, je me lève très tôt pour aller très vite au laboratoire. Au laboratoire, je m'occupe de trucs comme ça. Et puis, le soir, je rentre très tard. Le week-end, je ne m'arrête pas, je continue. Je vais au laboratoire parce que c'est ça qui m'amuse. Et je fais ça depuis l'âge de 6 ans parce que ça m'amuse. Alors, j'ai une chance inouïe, c'est que ce métier m'amuse. Et comme je sais qu'ici, on est en train de faire la promotion de la chimie, qu'il y en a certains qui n'aiment pas trop la chimie, ils ne savent pas ce qu'ils veulent faire dans la vie, alors on leur dit, tiens, s'ils viennent ici, on va les attirer vers la chimie, ça va vers des chimistes. Je ne suis pas sûr que ça soit une bonne idée. Parce que, vous voyez, moi, les bons professeurs, c'est des gens qui sont contagieux. Donc, vous rencontrez quelqu'un, et puis vous l'hypnotisez, vous lui dites, la chimie, c'est très bien. Bon, et puis vous lui dites, c'est super, tu vas voir, la feuille est brunie, etc. Il repart et dit, ah ouais, je veux faire de la chimie. Bon. Et puis moi, je meurs. À ce moment-là, le feu qui brûle dans son cœur, le feu de l'enthousiasme pour la chimie, il se met à s'éteindre doucement et il se retrouve avec un petit tas de cendres. Et ça, c'est terrible. On n'a pas le droit de faire ça à quelqu'un. Donc, je ne dois pas vous convaincre que la chimie ou la gastromoléculaire, c'est bien. Et je ne vais pas essayer de le faire. En revanche, si vous ne savez pas ce que vous voulez faire plus tard, je vous propose de penser à Francis Crick, qui était l'homme qui a découvert que l'ADN, c'est une molécule en double hélice. Vous voyez, vous prenez une échelle, vous la torsadez. Et il était physicien. Et un jour, il était au bistrot avec des copains. Alors là, en Angleterre, on appelle ça le pub. C'est à Cambridge. Il sort du pub et il se dit, c'est quand même bizarre. Je suis physicien et ça fait 3 fois de suite que je leur parle de biologie. Il dit, si je leur parle de biologie, ça prouve que ce que j'aime, c'est la biologie. Il devient biologiste, 4 ans après, il a le prix Nobel. Et il appelait ça le test du bavardage. Si vous ne savez pas ce que vous aimez, demandez-vous ce que vous dites à vos copains au bistrot, à la maison, etc. Et faites ce métier-là. Si vous voulez jouer du piano, faites du piano, mais faites-le bien. À Londres, les chasseurs de tête, ils ne veulent pas des gens qui ont plein de diplômes comme en France. C'est imbécile. Ils veulent quelqu'un qui est super bon dans quelque chose. Si c'est le saut à la perche, on le prend comme dirigeant d'entreprise parce qu'il a montré qu'il était capable de faire quelque chose de très bien. Et ça, c'est essentiel. Il faut faire quelque chose de très bien. Ce que vous voulez, pas forcément de la chimie, ce que vous voulez. Bon, alors maintenant, vous avez vu, je ne suis pas
j'ai pas dit des gros mots. Enfin, des gros mots. Si, je dis des gros mots tout le temps. D'ailleurs, un jour, à la maison de la chimie, on m'a fait des graves reproches parce que dans une conférence comme ça, j'ai dit des gros mots. J'ai dit chier, bordel, couillon, enfin... ouais, mais... Ouais. C'est pas des très gros mots, d'accord. Mais enfin, pour les académiciens, ça fait pas chic. Hein. Alors, je crois qu'en plus, j'avais tombé la veste. Alors, c'est encore pire. Enfin, parce que la question, c'est d'être respectable. Moi, je m'en tape d'être respectable. Il n'y a qu'un truc qui m'intéresse, c'est la chose suivante. Voilà. Alors, ici, j'ai de l'eau. Enfin, bon. Enfin, peut-être. Parce que c'est pas parce qu'il y a marqué eau que c'est de l'eau. Voilà. J'aurais voulu vous lancer un défi. Alors, le défi, c'est quel est le plus grand volume de blanc en neige qu'on peut faire à partir d'un seul blanc d'œuf? Bon, alors, j'ai pas d'œuf parce que ça casse et dans le métro, c'est pas pratique. Donc, je vais faire un blanc d'œuf artificiel. Un blanc d'œuf, alors, pardon, soyons précis. Hein. Un œuf, c'est 60 grammes. Il y a moitié de blanc, c'est 30 grammes. Moitié de jaune, c'est 30 grammes. Le blanc d'œuf, c'est 10% de protéines et 90% d'eau. Donc, je mets 80... Donc, vous savez compter. 10% de 30 grammes, ça fait 3 grammes. Donc, le reste, 27 grammes, c'est de l'eau. Bon, d'accord. Donc, je mets 27 grammes d'eau à peu près. Ici, je vous ai apporté des protéines. Alors, ce n'est pas des protéines d'œuf, c'est des protéines végétales. Je vais en mettre à peu près 3 grammes. Comme ça, voilà, à peu près. Voilà, hop, 3 grammes. Et maintenant, il va falloir fouetter. Alors, fouetter, ça, c'est un objet technologique. Alors, un objet technologique, dans le temps, ils avaient des brins d'osier et ils fouettaient comme ça, comme avec un petit martinet. Hein. C'était un fouet. Un jour, il y a eu un génie qui s'est dit, il y en a marre de tout prendre dans la figure, on va recourber les branches du fouet. Et ça a fait le fouet de cuisine que vous avez aujourd'hui. Bon. Alors maintenant, il nous faut une âme simple et naïve. Vous êtes une âme simple et naïve, vous? Non, et vous? Simple et naïve. Simple, ça veut dire qu'on n'est pas compliqué. Et naïf, vous êtes simple et naïve. C'est très bien. Alors, non, mais regardez simplement. Donc, on va fouetter. Hein. On va fouetter parce qu'il y a plein de trucs à regarder quand on fouette. Mais essentiellement, donc d'abord, la poudre se disperse un peu dans l'eau. Vous êtes d'accord? Oui. Ouais, elle a dit oui, hein, simple et naïve. Donc, elle ne ment pas. Si vous mentez jamais, vous. Hein. Jamais. C'est grave, hein, d'accord. Voilà. Alors, ensuite, c'est pas bien de mentir. Hein. Voilà, c'est pas bien de mentir. Enfin, c'est pas bien de mentir, mais ça vous emmènera en enfer, donc c'est pas grave. Est-ce qu'il y a de la mousse? Oui. Dites-le dans le micro, là. Oui. Il y a de la mousse. Alors, donc on a fait comme un blanc en neige. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Le fouet pousse des bulles d'air. Combien il y en a des bulles d'air? Elle ne sait pas. Alors, c'est pas très compliqué parce que, vous voyez, une bulle d'air, ça fait à peu près 3 mm. Donc, s'il y en a 3 mm comme ça sur 1 cm, ça en fait à peu près 3 ou 4. Sur 10 cm, on multiplie par 10. On fait à peu près 10 par couche et on a le nombre. Alors, ça, c'était ce genre de choses. Ça s'appelle des calculs d'ordre de grandeur. Et c'est comme ça que Pierre-Gilles de Gênes est devenu prix Nobel, m'a-t-il dit. Il m'a dit, le matin, moi, je vais au laboratoire, je fais un footing. Ce footing, ça ne consiste pas à courir, ça consiste à calculer les ordres de grandeur. Donc il y va, il rencontre quelqu'un dans la rue. Tiens, il y a des cheveux. Combien il y a de cheveux? Combien il y a de cheveux sur votre tête? J'en sais rien, moi. Ne jamais répondre « je ne sais rien ». Parce que sinon, vous avez 0 à l'examen. Alors, il faut dire, on va calculer les ordres de grandeur. Non, il ne faut jamais répondre au hasard parce qu'on a toutes les chances de se tromper. Regardez, c'est tout simple. Des cheveux, il y en a plusieurs centimètres carrés. Bon. Il y a à peu près 20 cm par 20 cm, ça veut dire 400, 800, 1200, 1600. Il a 1600 cm carrés de cheveux. Sur 1 cm carré, il y en a combien? Est-ce que les cheveux sont tous les millimètres, tous les centimètres ou tous les mètres? Non, ils sont tous les millimètres à peu près. Bon. Donc ça veut dire qu'il y en a 10 par centimètre. Donc, il y en a 100 par 100 cm². Donc, vous avez à peu près 1600 cheveux sur la tête. Alors, on continue. Combien il y a de feuilles sur les arbres? On fait le même calcul. Alors, c'est comme ça que Pierre-Gilles de Gênes est devenu un très grand physicien, m'a-t-il dit. Alors après, soit il a menti, soit il n'a pas menti. Mais alors bon, il faut commencer la conférence quand même parce que je me laisse aller. Mais enfin, si vous voulez choisir un métier, faites le test du bavardage et dites-vous peut-être qu'il y a plein de métiers. Alors, sur la cuisine...
Oui, je termine comme ça. Donc on fouette ici, on fouette ici. D'habitude, avec un blanc d'œuf, on fait à peu près 1/3 de litre. Avec des enfants handicapés, il y a 3 ans, on a fait 40 litres de blanc-neige avec un blanc d'œuf. Arriverez-vous à battre le record? Sinon, vous êtes minable. Hein. 40 litres pour un blanc d'œuf. Hein. Alors, comment on fait? Eh bien, c'est très facile. On utilise le truc qu'on a entre les 2 oreilles, et comme ça, ça marche. Bon. Le truc entre les oreilles, c'est quoi? Ça s'appelle le cerveau. Oui. Mais même vous, vous en avez un. Voilà. On commence. Donc, je vous ai dit que la science explore les mécanismes des phénomènes. Vous voyez, par exemple, il y a des gens qui demandent pourquoi le ciel est bleu. Ça peut être intéressant. Ah oui, alors, pardon. La science chimique en particulier se fait en anglais. Aujourd'hui, tout se fait en anglais, donc c'est pas dur d'apprendre l'anglais. Vous prenez Harry Potter, tome 1 en anglais, vous lisez 1 fois, 2 fois, 3 fois, et après vous savez parler l'anglais. Non, vous savez le lire, c'est pas pareil. Juste pour vous expliquer un peu, parce qu'il y a plein de confusions, moi ce qui m'intéresse dans la vie, ça s'appelle la gastronomie moléculaire. C'est des sciences chimiques. J'ai inventé la cuisine moléculaire, donc c'est les chefs que vous voyez à la télé, Thierry Marx. Thierry Marx, c'est un de mes élèves, par exemple. Hein. Cuisine note à note, bon, bref, peu importe, mais ne confondez pas, il y a des mots à ne pas confondre. Gastronomie moléculaire, c'est de la science. Cuisine moléculaire, c'est de la cuisine. Et puis, qu'est-ce qui reste? Ça suffira pour l'instant. Bon, alors maintenant, voilà ce qu'on va voir. Mais on n'a pas beaucoup de temps, on n'a que 45 minutes, hein, il faut que j'aille vite. Ah, pardon, il y a les questions. Qui a des questions? Ah, il y a une question, oui. Je suis payé combien? Non, mais c'est une très bonne question. Alors, je suis payé combien? Pas beaucoup. Je ne sais pas si peu que ça. J'ai de quoi bouffer, je suis gras, regardez. Hein. Mais surtout, la vraie réponse, c'est je m'en fous complètement. Complètement. Ça ne m'intéresse pas parce que ce qui m'intéresse, c'est d'avoir un très beau laboratoire. À AgroParisTech, vous voyez marqué AgroParisTech et à l'INRA, j'ai un superbe laboratoire, mais extraordinaire. J'ai des appareils de chimie extraordinaires, j'ai mes ordinateurs pour faire mes équations. Ce matin, il y en a un qui est mort. Je ne me suis pas posé la question, j'en ai commandé un autre. Demain, je l'aurai et je pourrai continuer à travailler. C'est ça qui m'amuse. Je déteste être devant une télévision, c'est-à-dire un appareil à décerveler. Moi, il faut que je produise de la science, de la connaissance. Voilà, merci de votre question. Une autre? Pas pour l'instant? Ça viendra. Bon, tant mieux. Ouais, non, mais s'il y en a une, oui. Pardon? J'ai pas entendu. Ce qu'on fait où? Attendez, est-ce qu'on peut manger la cuisine moléculaire? Ah évidemment. Sinon, c'est pas de la cuisine, c'est de l'empoisonnement. Non, mais n'écoutez pas quand même ce qui est marqué dans les journaux, quand il y a des journalistes qui vous disent « ça va vous empoisonner ». Pardon. Vous vous rappelez que fumer, vous allez crever d'un cancer du poumon. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le barbecue. Le barbecue dépose 2000 fois, un seul barbecue, c'est 2000 fois plus de benzopyrène cancérogène qu'il y en a autorisé par la loi dans les produits fumés de l'industrie. Donc arrêtons. Récemment, il y a eu une émission sur je ne sais pas quelle chaîne sur les pesticides. C'est des mensonges. C'est simplement des mensonges. Les pesticides, dans une pomme, la pomme, si elle n'est pas traitée, elle se protège avec des pesticides naturels. 99% des pesticides sont d'origine naturelle et ils sont plus dangereux que les pesticides de synthèse. Alors arrêtons avec ces conneries. Donc oui, on peut manger la cuisine, mais la cuisine bien faite. En revanche, ne mangez jamais la peau des pommes de terre, hein, parce qu'elle contient des alcaloïdes toxiques qui s'appellent la solanine, la chaconine, la solanidine. C'est très toxique et il ne faut surtout pas. Et ça résiste à la friture. Les potatoes, c'est pareil, ne mangez pas les peaux des pommes de terre. Tout le monde sait que ça contient des alcaloïdes. Alors, dans la peau, dans les 3 premiers millimètres sous la surface. D'accord? Bon. Pardon? Et au McDo, pareil, les alcaloïdes sont pareils, ils sont là, ils résistent à la température. Mais tout le monde s'en fout. Et avec ça, on vous dit « Ah, je ne veux pas de pesticides. » Bon. Alors, je suis ici aujourd'hui parce que j'espère
que vous allez travailler dans l'industrie. Je voudrais que vous travailliez dans l'industrie, et c'est pour ça que j'ai institué ça, vive la technologie. Alors, dans l'industrie, il y a des métiers techniques, il y a des métiers administratifs, il y a des métiers technologiques. Un ingénieur, il fait de la technologie, un technicien, il fait de la technique. On a oublié qu'avec l'encyclopédie, donc avant la Révolution française, il y avait Diderot et ses copains. C'était un scandale à l'époque, parce qu'ils ont mélangé dans un livre des matières intellectuelles, la religion, ou philosophiques, et puis des matières manuelles. Dans l'encyclopédie, vous trouvez... Pardon, vous trouvez... Où est l'image? Elle n'y est plus là? Ah ben non, elle n'y est plus là. Ouais. Bon, elle n'est plus là. Mais enfin bref, vive l'industrie. Moi, je ne travaille pas dans l'industrie. J'ai fait pendant 20 ans. J'ai changé pour faire de la science parce que c'est ça que je veux faire depuis que je suis tout petit. Mais j'ai un diplôme d'ingénieur. Je trouve que les ingénieurs, c'est merveilleux. Les techniciens, c'est merveilleux. Un très bon technicien, c'est extraordinaire. Un très bon ingénieur, c'est extraordinaire. On ne compare pas les métiers. Il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre. C'est des métiers différents. Et dans la chimie, on peut être ingénieur chimiste, on peut être technicien chimiste. C'est extra à condition de le faire bien. Hein. Donc vive l'industrie où on fait... L'industrie, donc il faut des gens qui construisent les routes et puis d'autres qui les utilisent. Mais il ne faut pas trop de fonctionnaires comme moi. Moi, je suis payé par l'État. Il n'en faut pas trop. Il faut quand même des gens qui travaillent pour aller produire de l'argent qui va à l'État et qui va des fonctionnaires. Bon. Moi, je veux la France qui fait des avions, des toits, de la cuisine, de la chimie, tout ça. Il y a beaucoup de chimie partout. Hein. L'aliment, alors voilà mon copain Pierre Gagnère ici, c'est un des plus grands chefs du monde. C'est un gars extra. Pierre Gagnère. Hein. Il a des restaurants. Et le gars, il a fait apprentissage, il a CAP. Hein. Il est sorti de son CAP, il est rentré travailler cuisinier, mais il s'est servi du truc qui est entre les deux oreilles. Aujourd'hui, il a des restaurants à Paris, Londres, Dubaï, Hong Kong, Las Vegas, Tokyo, Courchevel, Berlin, Moscou. Et il s'intéresse qu'à un truc, la cuisine. Il ne s'intéresse pas à l'argent, il s'intéresse à la cuisine. D'abord la cuisine. Et c'est pour ça que c'est mon ami, parce qu'on ne s'intéresse pas à l'argent, on s'intéresse à notre travail, le vrai travail. Bon, alors, maintenant, la cuisine, elle se fait partout, hein, dans tous les foyers. Elle se fait dans la restauration collective, beaucoup. Aujourd'hui, là-bas, on a mangé des trucs de restauration collective. Ce n'est pas la même cuisine. Elle se fait dans l'industrie. Ah, j'en profite, excusez-moi. Sachez que le sucre roux, on dit, ah oui, il ne faut pas le sucre trop pur. Enfin, on dit, il y a des imbéciles qui disent, le sucre blanc, c'est trop pur, c'est dangereux pour la santé, gna 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 gna. Non. Le sucre roux, on fait du sucre très blanc et ensuite on le rend roux avec les impuretés qu'on avait enlevées. J'y peux rien, c'est comme ça que c'est fait. Le lait entier que vous avez en supermarché, on a été en Normandie, on a enlevé l'eau, on a enlevé le gras, on a enlevé les protéines, on a laissé l'eau en Normandie, c'est pour ça qu'il pleut tout le temps. Ensuite, on a emmené à Paris, enfin à Rosny-sous-Bois très exactement, puisque c'est là qu'il y a l'usine, on a emmené le gras et les protéines, on a mis de l'eau et ça fait du lait entier. Donc ne croyez pas que le lait entier, ça sort de la vache, pas au XXIe siècle. Au XXIe siècle, on envoie des sondes sur Mars. Il y a une question, ouais. Ça sert à quoi de faire ça? De déshydrater puis de réhydrater? Alors ça sert à quoi de faire ça? Ça sert à faire des laits qui ne vont pas crémer dans le pot, parce que vous voyez, imaginez que vous achetez un shampoing. Imaginez qu'il y a un dépôt au fond. Vous dites, oh, c'est pas un bon produit. Le lait, c'est pareil. Il faut que ça soit bien homogène. Donc, il faut qu'il y ait juste la quantité de graisse qu'il faut. Et puis, il faut protéger le consommateur. Le consommateur, lait entier, ça veut dire qu'il y aura une certaine quantité de graisse au minimum, une certaine quantité de protéines. Et donc, quand on n'achète pas n'importe quoi. En 1900, il y avait des scandales tout le temps parce que les gens mettaient de l'eau dans le lait et ils vendaient du lait coupé avec de l'eau. Et ça a été des grands scandales parce que c'est dégueulasse de vendre. Si on achète du lait, on achète du lait, on n'achète pas de l'eau. D'accord ? Donc la loi est très importante. Tout le monde crache sur la DGCCRF, ça veut dire l'organisme qui vérifie que les restaurateurs ne font pas n'importe quoi. Mais ces gens, ils nous protègent. Heureusement qu'on les a. Et moi, si je ne faisais pas mon métier, peut-être que je travaillerais là-bas, parce qu'au service des fraudes, au service des douanes, ça me paraît important, ça protège le citoyen. Hein, voilà. Alors, donc on mange de l'industrie. Alors, dans l'industrie, il y a un problème, c'est que, d'abord, l'énergie coûte cher, l'eau coûte cher, les gens se battent, il y a des problèmes difficiles. Tiens, pour ceux que ça intéresse les maths, parce que c'est passionnant, non. Vous pouvez gagner $1 million si vous résolvez le problème suivant, qui s'appelle le problème de Syracuse. Le problème est le suivant. Vous prenez un nombre, par exemple, un nombre entier. 4. Alors, la règle, le jeu, c'est si c'est pair, vous divisez par 2.
Si c'est impair, vous multipliez par 3 et vous ajoutez 1. Donc 4, c'est pair, donc ça fait 2. C'est pair, donc ça fait 1. Là, ça devient impair, donc on fait 3 fois 1, 3 plus 1, 4. Et vous voyez, ça tourne. Un autre nombre? 5. Alors 5, c'est pair ou c'est impair? Impair, donc on monte à combien? Non, 3 fois 5 plus 1. 16. Et là, ça devient quoi? Pair, donc on divise 8. 4, 2, 1. On arrive à 1. Maintenant, un autre nombre. 8. Alors 8, 4, 2, 1. Un autre nombre. 47. Oh, 47, il est pénible celui-là. Alors, ça fait 3 fois 7, 21. Ça fait 141 et 142. 142, c'est pair, donc on fait 71. Ah zut, il redevient impair, ça va remonter. 200, 3, 7, 21, 214. Donc 214, ça fait 112. Ah, 112, ça fait 56. Ah, on redescend. 56, ça fait 23. Ah zut, 23, ça va remonter. 23, ça fait 50. 50, ça fait 25. On remonte. 76. Ah, 76. Donc on devient à 76, 35 et 38. 38, on devient à 38, 15 et 3, 18. 18, 9. Ah, 9, c'est bon. Parce que 9 fois 27 et 1, 28. 14, 7. Et alors en ce moment-là, 7, 3 fois 7, 21, 22, 11, 33, 34, 17, 52. Et on redescend et ça tombe à 1. Tous les nombres redeviennent à 1. Si vous arrivez à trouver la démonstration de pourquoi ça arrive toujours sur 1, il y a $1 million dans une banque à l'université de Syracuse pour celui qui arrive à démontrer ce problème tout simple. Alors, ça, c'est pas le problème de Syracuse, ça s'appelle le problème du voyageur de commerce, c'est un problème difficile. Bon. Alors, je m'éloigne un peu. Pourquoi est-ce que l'industrie a besoin d'innovation? Si vous rencontrez un industriel, vous lui dites innovation, à ce moment-là, les yeux brillent et il vous donne de l'argent, en gros. Hein. Pourquoi? Parce que, vous voyez, si vous faites des yaourts, par exemple, il y a 2 marques qui font des yaourts. Yoplait et Danone, par exemple. Ouais. Si c'est les mêmes yaourts, la grande surface, donc Carrefour, dit « Ah ben, moi, j'achète au moins cher. » Donc Yoplait baisse ses prix, mais ensuite Danone baisse ses prix. Finalement, ils baissent toujours leurs prix et à ce moment-là, ils ne gagnent plus rien. Si vous faites de l'innovation, vous n'avez pas de concurrent et vous pouvez faire le prix que vous voulez. Donc voilà pourquoi l'industrie veut de l'innovation. Bon, alors, l'innovation. Alors voilà, par exemple, un plat nouveau. Je n'ai jamais vu ça dans l'industrie. Et si ça vous amuse, vous irez sur le site de Pierre Gagnère, donc pierre-gagnère.com. Tous les mois, depuis 15 ans, je lui donne une invention. Hein. Donc voilà une des inventions. Alors, il faut de l'enseignement. Donc il faut des IUT, des lycées, des universités, des grandes écoles. Moi, je travaille dans une grande école qui s'appelle AgroParisTech. C'est la plus belle du monde, évidemment, puisque j'y travaille. Je l'aime beaucoup, évidemment, parce qu'il me paye. Qu'est-ce que je pourrais dire de bien et puis je m'amuse beaucoup. Il y a un très beau laboratoire. Ouais, c'est super. Ah, alors, juste parce que je veux vous aider à choisir votre métier. Donc, il y a 3 métiers bien différents. Il y a la technique. Technique en grec, ça veut dire techné, c'est-à-dire je fais. Un technicien, il fait des produits. Bon. Et puis après, il y a technologie et science. Alors là, il faut expliquer quand même ce que c'est. Alors la technique, on a compris, c'est ça la technique. Ça vous va? Bon. Alors ensuite, la science. Alors la science, je vous ai dit ce que c'est. La science, c'est pour des gens un peu fêlés comme moi, qui disent des gros mots, qui ne savent pas se tenir. Donc on leur dit « Oh, tu n'es pas respectable parce que tu as tombé la veste et que tu as dit des gros mots. » J'en ai pas dit trop encore pour l'instant. Hein. Pas trop, enfin quelques-uns, mais ça, on ne va pas en mourir. Hein, alors la science, donc vous avez vu ce que c'est. Alors, donc, pour ceux qui veulent la science, il faut faire des expériences. Hein, et une fois qu'on a fait des expériences, il faut calculer. Donc, si vous aimez faire les expériences ou si vous aimez calculer, vous pouvez avoir votre place pour faire des sciences chimiques. Bon. Alors, il faut aimer mesurer. Donc, il y a des nombres. Et puis, voilà la méthode. Donc, je suis désolé de vous dire que ce n'est pas encore enseigné partout dans toutes les universités. Je crois que cette image devrait donner dès la classe de 6e, parce que ça permettrait de comprendre mieux. Vous voyez, imaginez qu'on voit une montagne et on se dit pourquoi il y a une montagne. Il n'y a pas des montagnes partout. Par exemple, à Vincennes, il n'y a pas de montagne. Donc, on va commencer par mesurer. Donc, on a plein de nombres. Ces nombres, on les réunit en équations. Et voilà pourquoi, au lycée, on apprend U égale RI, P égale MG, des lois physiques. C'est simplement parce que c'est plus facile qu'avoir beaucoup de nombres.
Une fois qu'on a des équations, on fait des théories, ces théories sont fausses. On ne peut pas démontrer scientifiquement. Les lois qu'on apprend en physique sont approximatives, c'est-à-dire fausses en vrai. Donc on ne peut que réfuter des lois. Donc nous, notre métier, c'est de produire des théories fausses pour les démontrer qu'elles sont fausses et ensuite améliorer et vous montrer qu'elles sont fausses et améliorer et montrer qu'elles sont fausses. Donc vous voyez, c'est un métier fêlé. Hein, voilà. Oui, une question. C'est possible que les montagnes elles disparaissent? C'est possible que les montagnes disparaissent, mais elles disparaissent parce que quand les plaques continentales s'écartent, la montagne, elle peut descendre, mais aussi l'érosion, elle fait diminuer les montagnes. Regardez l'Auvergne, qui étaient des volcans très hauts, ou les Vosges, qui étaient des montagnes très hautes. Aujourd'hui, elles sont toutes coupées, on leur a coupé la tête. C'est l'érosion, c'est la pluie, la neige, etc. Oui, les montagnes disparaissent. Alors, les questions. Alors, moi, je suis payé par l'État. Je ne devrais pas dire des trucs pareils. Donc mes collègues, les collègues en général, c'est ceux qui ont des cheveux blancs, hein, donc on les reconnaît. Hein, ouais. Alors, mes collègues en général me disent, non, tu ne te comportes pas très bien. Il est vrai, je dis la vérité, il est vrai qu'au laboratoire, il y a un travail, par exemple, qui m'intéresse beaucoup, c'est de savoir pourquoi les abricots, quand on les cuit, ils deviennent acides. Vous voyez, on fait une tarte à l'abricot, l'abricot, il est bon, on le cuit, il devient acide. Pourquoi? Je n'en sais rien. Personne au monde n'en sait rien. Je trouve que ce n'est pas normal de détecter des ondes gravitationnelles comme on vient de le faire ces jours-ci, et puis pas savoir pourquoi les abricots deviennent acides quand même. C'est pas assez. Non mais c'est vrai, commençons par ce qu'on a là. Donc voilà les questions. Alors j'en ai plein. Alors je vous passe ça parce que c'est trop long. Genre, on n'aura pas le temps. Non, je vous passe celui-là aussi. Non, celui-là je vous le montre parce qu'il est amusant. Vous voyez que... qu'est-ce qu'on choisit d'étudier comme question? Ben, là, on va à Rome et là, on va à Rome. Bon, c'est rigolo. J'étais content de trouver l'image. Ouais, parce qu'en plus, on oublie un truc, c'est que je ne suis pas payé pour venir ici. Moi, je serais mis au labo. Hein. Donc, j'ai le droit de m'amuser parce que sinon... Hein, bon, alors... Donc, technologue. Non, mais attendez, regardez. Imaginez que vous veniez à la conférence et puis il y a un gars alors un gars sérieux comme ça, qui met sa veste et qui dit « Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des modifications chimiques des triglycérides. Ces composés sont faits de molécules qui ont un résidu de glycérol avec 3 résidus d'acide gras. Ils peuvent être... Il y a une estérification. On s'emmerde hein. Donc il vaut mieux que ça valse un peu, quoi. Alors... mais c'est très mauvais pour ma respectabilité. Chers collègues, s'il vous plaît, ne répétez pas ça à l'Académie des sciences. Allez, regarde sa montre. Encore 20 minutes. Encore 20 minutes. 20 minutes, mais je tiendrai. Bon. La technologie, c'est-à-dire le métier d'ingénieur. Qu'est-ce que c'est que l'ingénieur? L'ingénieur, c'est quelqu'un qui aide le technicien à améliorer sa technique. Comment on fait? On apprend, alors les élèves ingénieurs, dans les écoles d'ingénieurs et dans les IUT, on apprend les résultats des sciences. On ne fait pas de science, on apprend les résultats des sciences, on sélectionne les bons résultats et on doit les amener dans l'industrie. Voilà le métier d'ingénieur, c'est absolument merveilleux, c'est extra. Une usine, dans le fond, c'est comme une Game Boy, quoi. C'est sympa, quoi. C'est amusant. Moi, faire marcher une usine, il y en a quelques-uns qui ont fait marcher des usines, c'est un jouet. Hein. Ils disent qu'ils sont sérieux, mais en vrai, c'est des enfants. Ils ont joué à l'usine. Hein. Et ils étaient très bien payés en plus. Alors tiens, ils étaient très bien payés, hein. Bien mieux que moi. Hein. Ouais, si vous êtes ingénieur, mais peut-être que les autres métiers aussi, donc n'oubliez pas l'anglais, n'oubliez pas l'administration, n'oubliez pas l'éthique. L'éthique, ça veut dire on ne fait pas n'importe quoi. Hein. Alors tout ça, ça s'appelle les humanités. Maintenant, alors je passe à mon métier, c'est le plus beau du monde, pour moi. Alors mon métier, c'est quoi? Donc je pars de la cuisine. Alors ça, c'est un cas réel. Un jour, il y avait une thèse au labo sur le bouillon de carottes. Donc on faisait des carottes dans de l'eau, on les met là-dedans, on chauffe, les vapeurs montent et elles redescendent dans un étang condensé. Bon. Pardon, vous me dérangez un tout petit peu sur la droite. Oh, vous me dérangez un tout petit peu parce que j'y arrive plus. Je me concentre sur vous et puis il faut que je... D'accord? Si ça ne vous intéresse pas, vous sortez, hein, c'est pas grave. Moi, je m'en fous. Hein. Non, mais c'est pas très grave. Mais ça gêne les autres aussi, donc voilà. Donc un jour, il y a ces bouillons de carottes qui étaient là. Et alors, c'était rigolo. Je passe dans le labo. Celui-là, il était marron et celui-là était orange. C'était la même carotte
coupé en deux dans le sens de la longueur, dans de l'eau parfaitement pure, chauffé, l'eau bouillait, le même temps, et il y en avait un orange marron. Comment c'était possible? Alors on a découvert que c'est parce qu'ici, il y avait de la lumière, et ici, il n'y en avait pas beaucoup. Donc on a mesuré cette lumière, donc on ne voit pas les courbes là, on a fait des équations, c'est très amusant, et on a découvert comme ça que pour faire un bouillon de carottes marron, il suffit de mettre de la lumière. Alors ça, c'est intéressant pour les cuisiniers, parce que les cuisiniers, ils mettent toujours un oignon roussi dans le bouillon. Ben, c'est pas la peine, il suffit de mettre de la lumière. Parce que l'oignon roussi donne un goût âcre, c'est pas très bon. Donc, vous voyez que ça, alors, l'aliment, c'est un truc extraordinaire, c'est comme la feuille de tout à l'heure. Vous voyez ici, cette feuille, si je sais la regarder, je vois les nervures, je vois le marron, je vois qu'il y a des petits trous, je me demande pourquoi, est-ce qu'il y a des bactéries qui sont en train de le bouffer, etc. etc. Là, l'aliment, c'est pareil, il est construit. Vous regardez au microscope, vous voyez que l'aliment, il est construit. Donc, ça s'appelle une émulsion. Il y a des gouttelettes de matière grasse dans l'eau. Si vous regardez avec un super microscope, vous voyez des constructions encore plus extraordinaires. Ça, c'est les micelles de caséine du lait, donc des protéines du lait. Et puis, si vous regardez encore plus, mais on le voit maintenant comme ça c'est une expérience extra. On a pris des framboises, les cuisiniers ils vous disent il ne faut jamais cuisiner les framboises dans des casseroles en cuivre étamé, donc avec de l'étain. Et bien c'est vrai que si on met de l'étain sur les framboises, ça devient violet. Pourquoi? Parce qu'il y a une association, c'est-à-dire les molécules qui donnent la couleur vont coller aux ions métalliques et ça devient violet. Alors du coup, on peut faire à l'envers maintenant. On pourrait construire un aliment à toutes les échelles. Alors, je vous passe ça, mais j'ai inventé un calcul très amusant, mais on n'aura pas le temps. Je vous le cite justement si vous voulez vous amuser. Avec ça, on peut décrire par des formules tous les plats. Voilà la formule de la mayonnaise, voilà la viande. Alors, la viande, on est d'accord, hein, on est tous faits de viande et d'os. Hein. D'accord? Ouais. Ouais, la viande. Bah. Alors, la viande, est-ce qu'il y en aura pour tout le monde demain? C'est pas sûr. Bon, alors voilà la formule du chocolat, vous voyez. Voilà la formule de la mousse du café, la formule de... Ça, c'est un gel de gélatine. Quand vous voyez la gélie anglaise, ces trucs-là, c'est des molécules de gélatine et à l'intérieur, c'est de l'eau qui est tenue. Alors avec ça, vous voyez que tout ça, c'est des gels. Je suis désolé de vous dire que nous sommes tous des gels. Bon. Les os, c'est du solide. Mais la bidoche, c'est des gels. Un gel, la définition de l'UPAC. UPAC, ça veut dire International Union on Pure and Applied Chemistry. Un gel, c'est de la flotte tenue dans un solide. Ben regardez, on ne coule pas. On est fait de 75% d'eau. Hein. Vous ne coulez pas, vous non plus. Donc on est des gels. Même les filles, hein, les plus jolies filles du monde, qui sont des êtres divins à peine incarnés, sont des gels. Je suis désolé de vous dire, mesdemoiselles, vous êtes des gels. Nous aussi, mais nous, on est des brutes, on a l'habitude. Hein, voilà. Les tissus végétaux, c'est des gels. Voilà au microscope des échalotes. Voilà une orange. Alors, faut-il avoir peur des aliments artificiels? Ah, elle dit non. Ben, en voilà un. Ben, ça dépend de ce qu'il y a dedans. Tout à fait. Voilà une orange artificielle. C'est quoi une orange? C'est des petits sacs qui contiennent du jus d'orange, qui sont collés entre eux. Ben, on a fait des petits sacs qui contiennent du jus d'orange et c'est collé entre eux. Donc, c'est une orange artificielle. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors voilà la formule de la pomme de terre, on peut tout décrire, les aliments sont des gels, je vous l'ai dit, des gels compliqués, des gels structurés. Et puis alors voilà une découverte, alors je la montre à mes collègues parce qu'il y a beaucoup d'industriels, ils veulent de l'innovation, ces gens-là. Hein. J'ai découvert un jour qu'avec un petit programme, je n'ai pas mis tout le programme, mais il n'est pas très long, j'ai découvert tous les gels qui peuvent exister. Et ces gels, il y en a 1500 pour une certaine classe, les voilà, les voilà, les voilà et les voilà. Voilà. Alors, à quoi ça sert? Ça sert que ces gels, on va les faire en vrai, et puis on va les mettre dans la bouche, et dans la bouche, ils échangent avec la salive. Donc il y a des molécules qui vont partir dans la salive, qui vont donner du goût, et puis il y en a d'autres qui vont rentrer. Mais si c'était un médicament, ça serait pareil, il y aurait des principes actifs qui seraient libérés. Et si c'était des peintures ou des vernis, ça serait pareil. Donc les gels, c'est essentiel. Je trouve que pour l'industrie, enfin, ce n'est pas les collègues qui vont me démentir, les gels, c'est partout, quoi. Il y en a partout. Alors, du coup, on peut aller se demander comment ils vont libérer. Alors, on a fabriqué au laboratoire des gels qui libèrent très vite le goût, et puis ensuite, ça s'arrête. Puis, on a découvert des gels qui libèrent lentement, et puis ensuite, ça augmente. Et puis, on a découvert des gels qui libèrent à des vitesses différentes. Mais le plus intéressant, est-ce qu'on pourrait faire un aliment où il y a le goût qui apparaisse, qui disparaisse, qui revienne, qui disparaisse,
Ça serait extra. Vous vous rendez compte, on mange un truc comme ça. Mais même mieux, on pourrait faire un goût qui apparaît, qui disparaît, un autre goût qui apparaît, qui disparaît, un troisième. Ben, c'est l'innovation, ça, ou alors j'ai pas compris. Et donc, vous voyez qu'il y a une relation entre science et technologie qui est essentielle. Les dynagels, c'est des gels dynamiques, je passe, c'est trop. La chimie, elle est essentielle. J'adore ça. Sinon, je ne serais pas ici. Bon. Maintenant, ça, c'est pour une autre vie. Innovation. Alors, parce que je sais qu'il y a des confusions entre gastronomie moléculaire, cuisine moléculaire et le mieux, cuisine note à note. Donc, qu'est-ce que c'est que la cuisine moléculaire? C'est la cuisine. Et c'est, vous voyez, c'est pas empoisonner les gens, c'est prendre des outils plus modernes. C'est-à-dire que le fouet, vous prenez une pompe d'aquarium, ça va fouetter pareil. Vous prenez un siphon. Vous voyez, aujourd'hui, on vend des siphons dans les supermarchés. Vous mettez le blanc d'œuf dans le siphon, vous faites chute, vous avez votre mousse. Au XXIe siècle, ça fait un peu bébête d'aller fouetter pendant un quart d'heure. Alors, c'est ça la cuisine moléculaire, et voilà les plats. Alors, ah tiens, c'est bizarre, c'est pas normal ça. Bon, non, la cuisine moléculaire, j'en parle plus. Je parle de la suite. Alors, la suite est la chose suivante. Un jour, mon grand-père avait des mirabelles, des mirabelliers. Alors, les mirabelliers, c'est sympa. On les attend pendant 1 an et ensuite, on en prend des milliers. Bon. Et puis, mon grand-père mettait toujours dans ses alcools de mirabelle un petit bâton de bois qui passait à la flamme. Pourquoi je lui demandais, mais pourquoi tu mets du bois dans ton eau de vie de mirabelle? Il disait, parce que je n'ai pas de tonneau, alors je le mets à l'intérieur. Ah, c'était malin, mais pourquoi du bois? Parce que quand vous mettez du bois dans une eau de vie, dans de l'alcool, ça fabrique de la vanilline. La vanilline, ça donne le goût de vanille. Alors du coup, on peut mettre de la vanilline dans un alcool, et ça va donner comme un vieil alcool. Ou on peut mettre cette molécule qui s'appelle le paraéthylphénol, et ça donne un goût un peu tourbé. Vous voyez qu'on peut s'amuser à mettre des composés, on va dire chimiques, rien que pour embêter les gens, dans les aliments. Alors ça, c'est plus de la cuisine moléculaire, ça s'appelle de la cuisine note à note, comme du piano, hein, note à note. La cuisine moléculaire, je l'ai créée, je veux la tuer. Ça n'a aucun intérêt, c'était il y a 35 ans, il y a bien mieux, il y a la cuisine note à note. D'ailleurs, ici, on a fait la cuisine note à note, parce que vous voyez, on a fait une mousse à partir de 2 composés. Si je veux ajouter, par exemple, ça je pourrais pas... Est-ce qu'il y aurait un membre organisateur qui pourrait m'aider? Il s'agit de passer dans les rangs, et puis de souffler comme ça. Pardon. Hein, d'accord? Alors ça, c'est un composé qui s'appelle le 1-octène-3-ol. Il est dissous dans l'huile, et vous voyez, ça donne une odeur de champignon. C'est super. Si on met mon odeur de champignon là-dedans, j'aurai une mousse aux champignons. Je n'ai pas besoin de me fatiguer à aller chercher des champignons. D'ailleurs, il n'y en a pas des champignons à cette période. Hein. Il n'y en a plus. C'est terminé. Ça sent bon, le champignon. Hein. Ben ouais, c'est super. Vive le 1-octène-3-ol. J'ai perdu mon petit stick, là. Où il est, mon petit stick? Là. Bon, alors pendant ce temps-là... Ah oui, il y a la question de qu'est-ce que c'est qu'un composé. Je suis bien sûr que tout le monde n'a pas suivi le cours de chimie avec autant d'attention qu'il aurait dû. Donc il faut faire des heures sup, du rattrapage. Je ne vais pas utiliser des explications compliquées. Bah oui, ça sent le champignon. Bah évidemment, ça sent le champignon. Hein? Bah parce qu'il y en a, c'est très fort, hein, c'est très puissant, c'est beaucoup de goût de champignon. Hein. Le renversez pas, parce que sinon ça va sentir le champignon pendant 3 semaines. Hein. Voilà, ils sentent. On peut refermer maintenant. C'est bon, merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un composé? Alors, un composé, les définitions, c'est toujours quelque chose de très difficile. Donc, on va pas définir ce que c'est qu'un composé. On va dire, regardez, quand il y a de l'eau, l'eau, c'est fait de molécules d'eau. Ces machins-là, normalement, ça bouge. Comme les molécules d'eau sont toutes pareilles, l'eau est un composé. Si vous prenez l'éthanol, l'éthanol est un autre composé. Mais du coup, regardez bien cette image. Il y a un siècle, on mangeait et on jouait de la musique. Tout allait bien. On cuisinait et on faisait de la musique, tout allait bien. Ensuite, on a découvert qu'on pouvait analyser les sons en ondes sonores. 440 Hz, 441, 442. Et à la même époque, on a découvert qu'on pouvait analyser les aliments en composés. Il y a quelques décennies, il fallait un ordinateur entier qui remplissait une pièce pour faire de la musique électronique de synthèse. Aujourd'hui, il suffit d'un petit synthétiseur qui coûte 23 € dans un magasin de jouets. Je ne vous ai pas parlé de la colonne de droite, mais je peux vous dire que ça sera exactement pareil. Demain, il y aura de la cuisine de synthèse partout.
23 € dans les magasins de jouets. Donc préparez-vous, apprenez à cuisiner cette cuisine note à note, elle sera demain. Avec ça, on peut faire des goûts qu'on n'a jamais mangés, des goûts qu'on n'imagine même pas, des consistances, des durs comme on n'a jamais eu, des mous comme on n'a jamais eu, on peut faire des couleurs comme on n'a jamais vu. Donc c'est absolument merveilleux. Les ingrédients, on peut les tirer de la carotte, hein, c'est pas, on sait le faire. Mais pour moi, aujourd'hui, une carotte, c'est plus une carotte, c'est des composés qui ont été assemblés d'une certaine façon, mais on peut les assembler d'une autre façon. Donc on peut faire des milliards d'innovations, puisque c'est ça qu'ils veulent. Alors du coup, il faut séparer ces composés. Comment est-ce qu'on fait? Vous voyez, à gauche, c'est l'image de l'usine qui fait l'eau potable de la ville d'Angers. À Angers, il y a à peu près 200 000 personnes. Ça s'appelle de la filtration. C'est de la nanofiltration, de l'osmose inverse, des choses comme ça. À droite, c'est une unité, c'est grand comme ça coûte 2 000 € et c'est pour les agriculteurs. Les agriculteurs, s'ils fractionnent les carottes sur le champ, eh ben, à mon avis, ils vont gagner un peu plus d'argent qu'ils ne gagnent. Les possibilités sont en nombre infini. Il faut apprendre à construire tout ça. Ce n'est pas difficile. Et alors, voilà le premier plat de cuisine note à note de l'histoire de la cuisine. J'ai voulu que ce soit mon ami Pierre Gagnère qui le serve dans un restaurant. Et on l'a servi à Hong Kong, parce qu'en France, les journalistes m'emmerdaient en disant la cuisine moléculaire, ça va nous empoisonner, enfin des mensonges, quoi. Donc on l'a fait à Hong Kong en disant, les gars, tant pis pour vous, on va le faire à Hong Kong, mais avec Pierre Gagnère. Et depuis, on n'a pas arrêté, vous voyez, pour le lancement de l'année de la chimie, on a eu un banquet, et on a servi des plats de cuisine note à note. Et puis ensuite, au Cordon Bleu, on en a fait à Copenhague, au Japon. On a des outils. On pourrait prendre des imprimantes 3D pour ça. C'est super amusant. On prend des composés, une imprimante 3D, un petit ordinateur, et gling, on fait des plats. Alors celui-là, ce n'est pas une imprimante 3D, c'est un truc que j'avais inventé en 2001. Donc on part d'une formule et on a un plat. Bon. Alors, on peut le piloter par un ordinateur. Alors, on peut faire des cocktails, on peut faire des trucs. Voilà l'objet que je propose qu'on mette à la maison. J'appelle ça un pianoctel, comme Boris Vian l'avait dit. Et puis, avec ça, on peut faire 500 milliards de combinaisons. Donc, ce n'est pas une question très compliquée. Alors, je termine parce qu'on me fait des gros yeux et que le temps ouais. Qu'est-ce que vous... Alors, ce n'est pas que mangerons-nous demain, parce que demain, moi, je serai mort. En 2050, je serai mort. Mais vous serez sans doute vivant. Enfin, j'espère pour vous. Hein. Ne traversez pas la route les yeux bandés. Hein. Ne fumez pas. Ne buvez pas trop d'alcool parce que sinon vous allez crever d'une cirrhose. Enfin, faites ce que vous voulez, mais la vie est tellement belle qu'il vaut mieux la prolonger un peu. Enfin, chacun fait comme il veut. Hein. Alors, j'en sais rien. Que mangerez-vous demain? Je n'en sais rien. Simplement, je vais vous donner des faits. Il y a des espèces animales qui disparaissent. Vous ne les aurez pas. Sauf si un biologiste moléculaire les fait revivre. Bon. Donc ça peut être marrant de faire... Une question, oui. Ah non, c'est parce qu'il y a 5 minutes, c'est ça? Non, je ne sais pas. Bon, alors bref. Vous mangerez ce que vous êtes capable de manger. Par exemple, si... Oui, une question, allez-y. Dites-le plus fort parce que je ne vous entends pas. Mettez les mains comme ça. Mettez les mains devant, comme ça je vous entends mieux. Allez-y, allez-y. Non, je ne suis pas capable de recréer des espèces. Je dis que j'espère que des collègues arriveront à le faire. Alors, est-ce que c'est dangereux? Voilà une vraie question. Pour l'instant, on ne sait pas le faire. Pour l'instant, on ne sait pas le faire. Il n'est pas sûr qu'on y arrive, mais c'est une question qu'on peut se poser. Et après, une fois qu'on y arrive, ce n'est pas sûr que parce qu'on sait le faire, il faut le faire. Il y a un truc très important. Regardez, vous voyez, avec un couteau, vous pouvez tuer quelqu'un. Bon, donc le couteau est un objet dangereux. Si le couteau est fermé et bien dans un tiroir à clé, il n'y a plus de risque. La question, ce n'est pas le danger, c'est le risque. S'il y a une route, c'est dangereux. Si vous traversez la route, vous vous faites écraser, il y a du risque. Mais si vous regardez à gauche et à droite, il n'y a personne, pas de voiture, vous traversez, il n'y a plus de risque. Ce qui est important, c'est de ne pas confondre le danger et le risque. En cuisine, il y a du risque tout le temps. Il y a du danger tout le temps. Il ne faut pas qu'il y ait de risque. Il ne faut pas se couper, il ne faut pas empoisonner les gens. Faut pas Eh ben, en biologie, en chimie, c'est pareil. Il y aura toujours du danger. Ceux qui vous disent qu'il faut qu'il n'y ait pas de danger, ils n'ont pas bien compris. Il ne faut pas qu'il y ait de risque. Il faut diminuer les risques. Il y en aura toujours un peu, mais il ne faut pas qu'ils soient trop grands. D'accord? Bon. Alors, il y a des choses qu'on ne peut pas manger. Vous voyez, par exemple, si on est d'une religion qui interdit de manger du porc, ben on ne pourra pas manger de la choucroute, parce qu'il y a du porc dans la choucroute, sinon ce n'est pas de la choucroute. Je suis désolé, c'est autre chose. Mais inversement, moi j'ai essayé de manger les scorpions grillés, je n'ai pas réussi. Hein. Ma religion ne m'interdit pas, mais je n'ai pas réussi. Alors il y a pire, c'est que, vous voyez,
Moi, je suis alsacien. En Alsace, le plus beau pays du monde, on mange du Münster. Le Münster, ça pue. Oh, mais on m'en a mis sur les lèvres le jour de ma naissance, alors j'adore ça. Bon. Mais alors, un jour, je suis allé dans un pays d'Asie. On a voulu me faire manger de la cervelle d'un singe qui avait été décapité et il bougeait encore. Je n'ai pas réussi. Bon. Alors, ça, c'est le plus extrême. Mais regardez, il y a des gens qui mangent des grenouilles, il y a des gens qui mangent des escargots. Moi, j'adore ça avec un beurre d'ail. Je n'arrive pas à manger des limaces. Qui a déjà mangé des limaces? Où ça? Oui, vous avez mangé des limaces? Non, mais les escargots, mais les limaces. Moi, je parle des limaces. Hein. Ah, il y en a un. C'était bon? C'était bon. Avec un beurre d'ail? Ouais, mais j'y arrive pas, c'est pas dans ma culture. Hein. Voilà. Crise de l'énergie, je suis pas sûr. Il y aura peut-être une crise de l'énergie. Et alors, c'est ça l'image, pardon. Celle-là, je vous propose de la regarder 2 minutes parce que ça va vous tomber dessus bientôt. Hein. Vous voyez qu'en 2000, c'est les chiffres de la FAO, l'Organisation mondiale de l'agriculture. En 2050, il y aura sans doute 9 milliards d'êtres humains sur la Terre. Aujourd'hui, on est 7 milliards et il y a 1 milliard qui meurt de faim. Si on est 9 milliards et qu'il y a un tiers de l'humanité qui meurt de faim, il y aura une guerre mondiale. Donc il faut absolument trouver à les nourrir. Alors, du coup, on est des animaux sociaux. Sociaux, ça veut dire qu'on est ensemble. Animal, ben, il n'y a qu'à me regarder. Hein. Ça veut dire qu'on veut du sucre, parce que les enfants, ils mangent du sucre. Le sucre, c'est de l'énergie. Hein. Le glucose, le saccharose, c'est de l'énergie. Là, le singe, il pêche des fourmis, parce que les fourmis, il y a des acides aminés. C'est encore bon pour son corps. Et puis, le projet de cuisine Notanote dont je vous ai parlé, il veut lutter contre le gaspillage. Cette pomme, on n'a pas le droit de la vendre parce qu'elle est pleine de composés dangereux. Mais si on avait séparé l'eau à la ferme, à ce moment-là, on aurait pu faire. On aurait préservé l'environnement. Et puis surtout, regardez cette image terrible. Quand on emporte des tomates jusqu'à Paris, on transporte 95% d'eau. C'est-à-dire que ces camions, j'ai calculé qu'il y a 5000 camions qui viennent à Paris tous les jours pour apporter les aliments, des Parisiens. On transporte de l'eau. Il faut quand même être... c'est un truc incroyable, quoi. C'est pas rationnel, c'est pas normal. Alors, aujourd'hui, l'essence coûte pas très cher, mais ça va augmenter, ça va être très bien, et comme ça, on arrêtera de faire des bêtises. La question de l'art, elle est essentielle. Est-ce que vous voulez changer pour avoir la cuisine Notanote demain? Je sais que non, je m'en tape, parce que j'ai une stratégie. Vous voulez du poulet rôti? Je le sais. Vous croyez que vous mangez des aliments naturels? Ça n'est pas vrai, parce qu'en français, le mot naturel, ça veut dire qui n'a pas fait l'objet d'une transformation par l'être humain. Or, un cassoulet, ça a été transformé par un être humain. Donc, ce n'est pas naturel. Il n'y a pas de cuisine naturelle. Si on vous dit ça, on vous ment. Il y a une question. Bio. Ah, c'est une question compliquée, bio. Hein. Bio. Alors, attendez. Ça, c'est une question très compliquée. Surtout qu'elle est filmée. Alors, je vais vous répondre. Je vais vous répondre le plus intelligemment possible. Dans l'assistance, il y a la moitié qui aime le bio et l'autre moitié qui ne l'aime pas et puis les autres qui s'en fichent. Si je vous réponds le bio, c'est bon, il y a une moitié qui, c'est plus des amis, ils vont pas m'aimer. Si je vous réponds le bio, c'est pas bon, c'est l'autre moitié qui va pas m'aimer. Donc il vaut mieux que je vous dise, je suis pas un gourou, je ne vais pas vous répondre, je vous propose d'aller chercher par vous-même pour vous faire votre propre idée. Voilà. En tout cas, ce que je peux vous dire là, et je le dis, et je sais que c'est filmé, c'est qu'il n'y a pas d'aliments naturels. Oui, une question. Pardon, dites-le. J'avais lu dans une revue scientifique que l'univers a un goût de framboise. Est-ce que c'est vrai? L'univers, c'est un goût de framboise. Ouais, ça doit être... Ah, il peut y avoir... Vous voyez, rappelez-vous de ce composé-là. Il a une odeur de champignon. Il y a des composés interstellaires qui ont des goûts. Il y a des composés organiques dans l'espace. Alors, il y en a peut-être une qui a un goût de framboise. Mais une framboise, c'est beaucoup de composés différents. Là, c'est un peu par hasard que c'est si fort le goût de champignon. D'habitude, il faut plusieurs composés ensemble pour faire... Et c'est un très beau métier. Je vous invite à ceux qui fabriquent des arômes alimentaires, c'est des vrais artistes qui prennent des composés, il faut connaître un peu de chimie, pour les mélanger et faire quelque chose de bon. C'est un très beau métier, qui est comme parfumeur. Hein. Alors ici... Voilà, alors, je vous montre cette image. Donc, avant la Révolution française, il faisait froid en France, et donc le blé ne poussait pas et les gens crevaient de faim. Bon. C'est pas du baratin, les images, vous regarderez ça sur Internet, vous vérifierez. Hein. Je n'ai rien à vendre, donc je n'ai pas de raison de vous mentir. Hein. Alors,
Parmentier était un homme qui était allé dans l'armée, il était pharmacien, donc il est parti en Allemagne. Et en Allemagne, il était prisonnier 2 fois. Et dans la prison, on lui donnait des pommes de terre. Et il s'est dit, c'est bon, c'est sucré. Il est revenu en France. En France, il a voulu faire manger des pommes de terre, parce que ça pousse même quand il fait froid. Et on lui dit, non, 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 ça donne la lèpre. Il savait bien que ça ne donnait pas la lèpre. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vérifié que ce n'était pas toxique. En réalité, c'était toxique, parce que dans la peau, il y a de la toxicité, mais il n'y en a pas dans la chair. Il a fait de la cuisine, il a fait de la chimie, il a donné des pommes de terre au roi, et en une génération, la France mangeait des pommes de terre. Alors aujourd'hui, moi j'ai une stratégie. Vous ne voulez pas de cuisine Notanote, j'en ai rien à faire, parce que je donne la cuisine Notanote aux cuisiniers 3 étoiles. Comme ça, vous allez vouloir la cuisine Notanote. Mais en plus, il y a l'école. Et donc, on forme de nouveaux citoyens. Donc voilà les enfants qui ont battu le record du monde de blanc en neige avec un blanc d'œuf. Je vous invite à essayer de battre ce record. On fait des concours de cuisine Notanote. Il y a un enfant de 10 ans qui a participé. Ça, c'est pas lui, il a été 5e. Voilà où vont manger les rois. Un menu, ça coûte à peu près, je sais pas, 300 € ou 400 €. Hein. Ah ouais, c'est les rois. Ben ouais, c'est les rois. Hein, voilà. Et alors voilà un menu servi au roi. C'était au roi. Ça? Ah, attendez, j'y suis pas encore. Ça, c'est un menu qui a été servi aux journalistes du New York Times par Pierre Gagnère. Dedans, il y a des composés. Et le menu, les lettres du menu, c'est ce que je marque en haut. Donc, vous voyez, ce plat s'appelle 6-oxène-3-ol. Ce plat s'appelle Gaiacol et 2,4,6-trisobutyl dihydrocatate-dithiosine. Ce plat s'appelle 2-acétylthiazole. Ce plat s'appelle acétylméthylcarbinol, acétylpropionil. Ce plat s'appelle... Ah, piperine, c'est le piment du poivre noir. C'est un des composés. Celui-là, c'est un dessert extraordinaire qu'on a appelé chicorée. Et benzaldéhyde, c'était sympa, ça sent bon l'amande. Et puis voilà, donc tout est possible, on peut s'amuser. Et puis, il y a un truc essentiel. Il ne faut quand même pas oublier qu'on n'est pas à table pour bouffer, on est à table pour être avec des amis. Ce qu'on mange... Non? Non, pas le ventre plein, C'est les bêtes qui ont le ventre plein. Non, on est à table pour être avec des amis. Ce qu'on mange, c'est les amis, c'est l'amour des gens qui sont là. Donc, ce qui est bien ici, c'est qu'il y a des jeunes, des vieux, des très jeunes, des très vieux, des hommes, des femmes. Il y a peut-être même des transgenres, je ne veux pas le savoir. Hein. Ça les regarde. Et voilà, on n'a plus le temps. Bravo, vive la chimie! Donc je vous invite encore une fois à aller très vite sur Internet pour retrouver Hervé Tisse et ses actions militantes.